allez bien. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne et re-bienvenue à tous mes abonnés. Moi, c'est Selena Sarah Audace et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, ce sera une interview et pas avec n'importe qui, avec un invité de marque, un invité de taille comme tous mes invités, un invité qui s'intéresse à des thématiques très importantes, un invité qui a différentes casquettes aussi importantes et intéressantes les unes des autres. Et c'est pas tout, il y aura une nouveauté sur la chaîne, c'est que on a l'habitude de faire des interviews, des échanges, mais toujours à distance. On n'a jamais l'invité avec nous en présentiel. Et aujourd'hui, pour la première fois, l'invité sera avec nous en présentiel. Donc j'espère que cet échange va vous plaire autant qu'il m'a plu à moi. Donc voilà, si c'est le cas pour vous, n'hésitez vraiment pas à nous le faire savoir en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager. Alors sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et on se dit à tout de suite juste après le générique. Bonjour Frédéric. Bonjour Selena. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais bien également, merci. Alors comme je le disais en introduction, pour les personnes qui ont l'habitude donc de voir ce qu'on fait sur la chaîne, ils savent que on a l'habitude d'avoir des invités. En général, on le fait à distance, donc ils sont dans leur pays, dans leur ville. Donc c'est vraiment la première fois qu'on a un invité pour une interview en présentiel. Donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement parce que c'est pas à côté. Tout à fait. Super. Alors Frédéric, tu as plusieurs casquettes et bon, avant de moi-même commencer, je vais te demander de te présenter. Donc comment est-ce que tu te présentes? Qui est Frédéric? Bon, Tchungi Frédéric, je travaille dans la finance à l'heure actuelle en Allemagne. Mais on va dire que je suis activiste de base, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé mon cursus universitaire, je travaillais en même temps, j'étais plutôt bénévole pour des différentes associations et partis politiques aussi. Oui. Et à la fin de mon cursus, donc, je me suis orienté plus vers de la finance parce que je pense que il est important de toujours parler du volet financier dans toutes les activités. Donc, je me suis dit que je vais m'orienter dans ça pour bien comprendre les mécanismes et ensuite voilà, de donner un sens, c'est-à-dire amener la finance à être plus inclusive, tout ce qui est économie circulaire, etc. Je vais me former dessus. Donc voilà, donc on va dire que je me présente comme étant une personne qui est un passionné de finance, mais une finance inclusive. D'accord. Alors moi je retiens plusieurs casquettes, je vais essayer de les énumérer rapidement. Donc conseiller financier, t'es aussi le fondateur et le PDG donc de iConnect Learners, t'es un conférencier, étudiant en droit, quoi d'autre, un passionné, un amoureux donc de technologie. Exactement. Un écrivain indépendant également, un leader et un stratège politique. Donc, moi ce sont les points que je retiens. Si on peut résumer comme ça. C'est bon? Tout à fait. D'accord. Alors avant de commencer, donc là présentement t'es chef du département donc de digitalisation et Smart City à la Chambre technologique de l'Union européenne, à Munich. En fait, le CV que je t'ai envoyé n'est pas à jour. Donc en fait, je travaille plus là-bas depuis 2 mois. Donc j'ai rejoint une entreprise parce que je voulais vraiment m'orienter, continuer à travailler dans la finance. Parce que quand j'étais à Paris, je travaillais en finance. D'accord. Sur Paris, et donc j'ai eu cette opportunité. C'est pour ça que je suis venu en Allemagne. J'ai eu l'opportunité de travailler donc pour cet organisme-là. Et après, je me suis rendu compte que bon, finalement, il me manquait quelque chose. Donc je me suis orienté, donc je suis reparti donc en finance dans l'organisation dans laquelle je travaille aujourd'hui. D'accord, je comprends. Et si on va dire si on revenait un petit peu en arrière depuis que tu es tout petit, en tout cas qu'on se pose la question, ok, qu'est-ce qu'on veut faire, dans quelle voie est-ce qu'on veut suivre et tout. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te tu savais déjà ce que tu voulais faire ou tu as découvert ça, on va dire en chemin, genre tard, tôt, comment ça s'est passé? Non, je pense que ce sont les expériences qui nous forgent. Ce sont les désillusions, ce sont les réussites aussi qui font qu'on commence à se
rendre compte qu'on est bon dans un certain domaine. Oui. Et moi, je me suis rendu compte très rapidement que j'avais une fibre communicationnelle, j'avais la facilité d'aller vers les autres et la facilité de créer des événements autour de diverses thématiques. Donc en fait, c'est venu au fur et à mesure des expériences. Et surtout quand je suis arrivé en France, parce qu'il faut savoir que j'ai grandi au Cameroun. Quand je suis arrivé pour faire mes études en France, j'ai découvert donc au fur et à mesure, vu que on sort de sa zone de confort, comme mon livre le dit si bien. J'ai découvert que en fait j'étais bon dans pas mal de choses et j'ai voulu continuer dans ces domaines-là. Donc en fait c'est né avec le temps et les expériences, les désillusions et les victoires. Je pense que c'est quand même important parce qu'il y a toujours ce sujet, je pense que tu dois le connaître, ce qu'on appelle la mission de vie et tout ça. Et c'est vrai, du coup tu as pu savoir, voilà, enfin, quitter, je pense qu'on découvre ça tout le temps, mais qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne, et voilà, où est-ce que tu peux aller avec ça, en tout cas, qu'est-ce que tu peux créer autour de ça. Donc, tu as grandi au Cameroun après le baccalauréat et après tu es venu... En fait, je suis venu en classe de... J'ai fait ma terminale en France. D'accord. J'ai fait ma terminale en France. Ensuite, je suis parti, donc après mes études, je suis parti aux États-Unis. J'ai travaillé 2 ans pour le Parti démocrate aux US. Donc, j'ai travaillé pour Hillary Clinton, sa campagne. Bon, malheureusement, nous avons perdu, mais ensuite, bon, comme j'ai bien travaillé, ils m'ont rappelé pour travailler maintenant pour le gouverneur de Virginie. Et ensuite, je suis parti en Chine, où je voulais commencer donc un doctorat en sciences politiques et étudier le confucianisme. Et ensuite, j'ai été appelé par une organisation pour travailler donc sur les capitales africaines de la culture. D'accord. Via CGLE Afrique, donc en 2019. Et il se trouve que je suis revenu en France pour ça. Et j'ai pas mal bougé sur le continent africain. Via ça, ça m'a permis aussi de développer mon réseau en Afrique aussi. Et après, avec le Covid, malheureusement, la mission s'est arrêtée. Donc, je suis revenu en France. Et là, j'ai commencé à travailler en finance. Où j'ai travaillé pour KCIS notamment et voilà, donc maintenant là je suis en Allemagne. Oui, c'est quand même un parcours intéressant, effectivement, tu as fait pas mal de choses. T'as mentionné Confucius. Confucius. Ça veut dire quoi? Confucianisme, c'est de remettre l'humain au centre du développement. C'est la pensée chinoise, entre guillemets, c'est sur ces valeurs-là qui se sont construites. Donc, c'est remettre voilà, l'humain au centre vraiment du développement économique, politique, social. D'accord. Pour résumer de manière grossière. Oui. Tu as mentionné que tu es un passionné donc, de technologie, un amoureux de technologie. D'où ça vient? D'où ça vient et qu'est-ce que qu'est-ce que tu entreprends par rapport à ça? Alors, on se rend compte, bon, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans technologie. Là, par exemple, nous sommes en live et il y a la caméra qui nous filme. Donc, en fait, on est connecté sur nos smartphones tout le temps. Donc, le volet technologique, c'est pour étoffer. C'est-à-dire que, comme tu as pu le lire sur ma bio, j'étais responsable, lorsque je travaillais dans la chambre technologique, j'étais responsable de FinTech. Donc, finance et technologie. Donc, toujours le volet financier, mais toujours autour de tout ce qui est technologie. Parce que ça permet voilà, de développer des espaces. La technologie, maintenant, ça permet... Tu peux aller dans des villes où il y a des pays où il y a des jeunes qui, par exemple, n'ont pas la possibilité de faire, c'est-à-dire de travailler. Et grâce à cette technologie-là, tu peux leur apprendre, entre guillemets, des nouveaux métiers qui vont servir dans le futur. Donc, je me suis dit que la technologie exclusive aussi, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va foncer, on va un petit peu regarder ce qui se fait à l'intérieur. Et j'ai mené, quand je travaillais donc à la chambre technologique, j'ai mené pas mal de projets autour de cela. Par exemple, un projet autour on travaillait avec le gouvernement, l'Union européenne sur des lacs. Et grâce à cette technologie, on peut savoir exactement le nombre de poissons qu'il faut pêcher pour qu'il y ait une reproduction normale. C'est-à-dire que intéressant pour ne pas faire de la surpêche. Exactement. Donc, le volet technologique est venu naturellement aussi. Où je me suis dit, voilà, si on fait de la finance, il faut aussi amener aussi un peu de technologie. Ça permet d'étouffer, ça permet d'avoir un regard plus intéressant. D'accord. Et bon, après, de toute façon, on peut le voir en termes de... Si on doit comparer...
technologiquement, tout ce qui est digitalisation, c'est vrai que c'est beaucoup plus avancé en Occident en général que, on va dire, dans nos pays, en tout cas dans certains pays sur notre cher continent. Est-ce que, je veux dire, est-ce que tu œuvres déjà ou tu prévois de faire je dirais ce pont-là, d'essayer de participer ou d'impacter en termes de tout ce qui est technologie, digitalisation sur le continent, donc que ce soit dans ton pays, le Cameroun par exemple, ou ailleurs? Alors, je pense que tu le sais parce que je t'en avais parlé avant cette interview. Nous allons lancer donc un événement ici en Allemagne autour de l'entrepreneuriat de manière générale. Et en fait, la finalité de cet événement, voilà, je vais pas m'étendre dessus, mais ça permet de mieux comprendre aussi mon action. Donc cet événement va nous permettre de mettre en connexion des entrepreneurs qui sont soit dans la tech, qui sont aussi dans divers secteurs, et surtout dans la tech, pour leur permettre de soutenir des initiatives qui seront faites sur le continent. Donc, je vois. Voilà. Donc en fait, c'est-à-dire essayer de prendre de la connaissance ici pour la diffuser là-bas. À travers la diaspora. À travers les diasporas, parce que c'est nous qui sommes concernés par aussi d'une manière par le développement de l'Afrique, bien entendu, mais surtout par les initiatives qu'on peut prendre ici qui peuvent avoir de l'impact là-bas. Donc en fait, le but, c'est quoi? C'est de rassembler autour de ce projet et d'ensuite, maintenant, pouvoir mettre en place des liens, des connexions entre les jeunes là-bas qui souhaitent se former et les gens ici qui ont la possibilité de diffuser cette connaissance-là. Je comprends beaucoup mieux, mais du coup, t'as commencé à parler de ça, ça va me permettre moi d'embrayer donc sur, donc t'es, encore une fois, je l'ai mentionné au début, fondateur et PDG donc de iConnect Learners, donc c'est l'initiative dont tu parlais. Et alors juste par curiosité, le cas de Connect, il vient d'où? Non, en fait, c'est de la fantaisie. Hein. D'accord. Il n'y a pas réellement de connexion. Mais si je peux en faire une, mon prénom se termine avec un K. C'est vrai. Et c'est écrit sans C. Donc du coup, je me suis dit, allez, transposons. Ça ferait un peu plus entre guillemets, plus fashion, si je peux customisé. Dire. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vois Frédéric avec K. Oui. En fait, c'est allemand. Donc de ce point de vue, en fait, le K, c'est juste un peu de fantaisie pour marquer les esprits. D'accord. Tout à fait. Intéressant. Donc, bon, là, tu as parlé de l'événement qui va avoir lieu, donc tu ne veux pas beaucoup t'étendre là-dessus. De toute façon, on va communiquer dessus on communique déjà, mais les gens auront plus d'informations au fur et à mesure. Par contre, le iConnect Learners, qu'est-ce qui a déjà été fait? Alors, ce que moi j'ai souhaité faire, parce que j'ai créé iConnect il y a 1 an aujourd'hui. Donc ça part d'une initiative de learners, c'est-à-dire l'apprentissage. Pourquoi? Parce que tout au long de nos vies, nous sommes amenés, de par nos activités, à toujours apprendre. C'est-à-dire que même si on sort du lycée, on a terminé l'université, on va toujours apprendre. Même dans nos métiers, c'est quelque chose, nos métiers évoluent tout le temps. Donc ce que moi j'ai souhaité, c'est de créer d'abord à la base une organisation qui va accompagner les jeunes dans leur recherche universitaire, dans leur recherche de stage, facilitant en fait la connexion entre les professeurs et les élèves, les organisations et les étudiants, pour leur permettre d'avoir la possibilité de trouver plus facilement des stages. Parce que parfois, trouver des stages, c'est un débat. Et donc, ce que j'ai fait, la première action que j'ai fait, j'ai travaillé avec le AFCFTA. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est la zone de libre-échange intercontinentale africaine. D'accord. Qui a été mise en place par l'Union africaine en 2018 et qui a été ratifiée en 2018, mise en place en 2021. D'accord. Donc, j'ai travaillé avec eux au Cameroun. On a mis en place un événement autour donc de la libre-échange, l'économie de libre-échange africaine, pour faire comprendre aux jeunes que certes il y a l'espace Schengen ici en Europe, mais vous avez aussi un espace là-bas en Afrique qui est donc cet espace-là de zone de libre-échange. Et donc leur donner les outils pour pouvoir exploiter ces zones-là. Cette Afrique, c'est-à-dire maintenant qui va s'économiser, c'est-à-dire s'inter-économiser de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y aura des connexions économiques maintenant vraiment concrètes
grâce à cette zone de libre-échange. En tout cas, c'est le vœu de l'Union africaine. Et donc, moi, j'ai donc via ma représentante qui est sur place, on a sponsorisé cet événement-là, et elle a présenté mon organisation sur place, et maintenant, on essaie de mettre en place des connexions. Et il y a déjà eu on va dire des candidats, il y a déjà eu des personnes qui ont bénéficié de ça? De la zone de libre-échange? Oui. On va dire que ça reste encore, on va dire, vraiment au balbutiement. Oui. Parce que ça a été créé il y a 2 ans. Et il faut du temps. Il faut du temps, le temps que les barrières douanières s'harmonisent, oui. Le temps que c'est-à-dire que vous savez, enfin, je vais faire un très rapidement un cours de géopolitique. Vas-y. Mais en fait, vous savez que chaque pays a un secteur où il est le plus fort. C'est-à-dire où il produit énormément. Mm-hmm. Et le problème, c'est quoi qui se pose avec cette zone économique? C'est que, par exemple, si le Tchad est producteur de pétrole et que le Maroc est producteur de pétrole aussi, mm-hmm. Comment on fait? C'est-à-dire que est-ce que les gens vont plus se tourner vers le Maroc ou bien vers le Tchad? Ouais. Est-ce que si on se tourne vers le Maroc, ça ne va pas faire perdre du rendement au Tchad. Donc c'est là toute la complexité de cela. C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde en profite, mais qu'il n'y ait pas de perdants. Donc pour l'instant, le temps que ça s'harmonise et qu'il y ait des ratifications et des ratifications qui vont permettre une mise en place effective afin qu'aucun pays ne perde, ça va prendre du temps. Donc pour l'instant, les jeunes, pour s'approprier cela, c'est un peu compliqué. Je comprends. Et juste pour revenir au niveau on va dire de la coopération, du travail ensemble des pays en Afrique, est-ce que tu trouves que il y a de l'amélioration ou tu trouves que voilà ça va pas trop vite, ou il y a, enfin qu'est-ce que tu en penses de comment est-ce qu'on coopère ensemble, quoi? Au niveau du continent africain de manière générale. Parce que c'est divisé. C'est divisé, tu vois. C'est divisé en différentes zones. Les zones économiques, il y a la CEDEAO, il y a la CEMAC, il y a la SADC à l'est. Donc c'est divisé en zones. Donc ils essaient plus ou moins d'harmoniser leur économie entre guillemets entre les pays qui sont déjà intra-zone. D'accord. En tout cas, ça fonctionne pas mal en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. C'est encore un peu compliqué, mais ça se met en place. Et je pense qu'on peut être vraiment très très optimiste sur ce qui va se passer en Afrique dans les prochaines décennies. Ça c'est sûr. Ouais. Oui, parce que c'est un continent moteur. Et on se rend compte que les jeunes s'approprient la technologie et l'adaptent à leur réalité. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont développer des applications qui vont faciliter la vie des gens sur place, et ces applications ne seront pas transposables ici en Europe parce que les problématiques sont différentes. Mais c'est ce qui est bien, et c'est ce qui est, je pense, reproché des fois à certaines personnes qui veulent faire des choses, mais vraiment en faisant du copier-coller. C'est ça. Dans le copier-coller, en tout cas pour certains domaines, ça ne marchera pas parce que c'est clairement pas la même chose, c'est pas les mêmes réalités. Et par contre, tu as parlé au début donc de technologie, que là tout est, en tout cas si on dit on est en Allemagne là, tout est en tout cas au maximum digitalisé et tout ça. Moi je me dis que pour tout ça, de toutes les façons, on a besoin aussi, on oublie le volet énergie. Je me dis qu'il y a le côté aussi énergie qui doit vraiment être développé sur le continent, et même en termes de réseau, tu sais, il y a tout ce programme là, j'ai oublié le nom, d'interconnexion entre les pays aussi avec les différents réseaux et tout. Là même par exemple c'est différent, t'as tellement la population au niveau des zones rurales, elle est tellement importante que tu peux pas tout centraliser. Des fois tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle des réseaux indépendants, isolés, tout ça. Et je me dis que le volet énergie aussi, il faudrait pas qu'il soit oublié. Je me dis limite c'est le numéro 1 quoi. T'as pas d'énergie, tu fais pas grand chose. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment un volet important. On se rend compte par exemple moi je viens du Cameroun personnellement, et on a souvent des coupures d'électricité qui ne permettent pas réellement c'est-à-dire le développement comme on le conçoit ici. C'est-à-dire que on a ces difficultés là dans plusieurs pays d'Afrique comme ça, où on n'a pas la possibilité, les gens n'ont pas accès au courant de manière continue. Donc effectivement, ce volet énergétique là, c'est la base. C'est-à-dire que nous avons chez nous, dans les sous-sols, beaucoup de richesses, mais le problème c'est quoi? C'est que comme la première richesse ce sont d'abord les hommes. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est grâce à notre matière grise
qu'on peut transformer cette énergie-là. On peut mettre à disposition toute l'énergie qu'on veut. Si on ne sait pas la transformer, si les États n'investissent pas dans le développement de ces énergies-là et le développement la possibilité donc aux populations de se l'approprier via des formations, via le capital humain, il est important. Exactement, c'est la base. C'est-à-dire que sans le capital humain, il y aura pas de développement. Clairement. Donc, il faut investir dans les hommes et ensuite les hommes investiront dans les entreprises qui seront capables maintenant de développer ces organismes-là. Mais l'État, en investissant dans les hommes doivent soutenir donc la création d'entreprises. Oui. Parce que c'est ça qui va permettre maintenant l'exploitation des ressources par les Africains eux-mêmes. Clairement, comme tu dis, que ce soit l'État, ils doivent investir. Certes, l'énergie c'est important, sinon on fait pas grand-chose. Mais avant tout, c'est vraiment d'investir sur l'humain. Donc le capital humain, il est très très important et d'avoir ce soutien quand même de l'État et des différents, on va dire, organismes qui jouent quand même un rôle très important. Alors, on va essayer de découvrir quand même tes différentes casquettes. T'es étudiant en droit. J'ai compris, c'est récent. Hein. Exactement, c'est très récent. Oui, exactement. Donc en fait, je me suis inscrit à la Sorbonne. Oui. Donc j'ai été pris à la Sorbonne pour démarrer donc le droit en première année. Donc je recommence depuis le début. Donc ça va me permettre de pouvoir comprendre aussi les notions de droit parce que c'est très important dans tout ce qui est J'allais te demander pourquoi le droit justement. Oui, donc j'anticipe. Donc ça va me permettre de pouvoir comprendre les différents traités qui sont mis en place entre les pays. D'abord au niveau de tout ce qui est droit international, mais aussi d'être plus calé sur les questions du droit parce que le droit c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut rien faire sans le droit. Le droit est partout. En tout. C'est important de connaître. Dans tout, il y a des contrats, dans tout, il y a cette vibre-là, donc c'est important de pouvoir de comprendre donc les mécanismes du droit de manière générale. Tu t'intéresses à des thématiques très intéressantes, donc il y avait tout ce qui était finance, technologie, là maintenant le droit. Et donc c'est ta première année à la Sorbonne et tu fais des cours à distance? C'est ça, je fais des cours à distance, effectivement. Donc j'ai pris cette initiative-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour permettre entre guillemets de comprendre donc le droit et de pouvoir comprendre donc tous ces traités internationaux et avoir donc cette connaissance-là qui est très essentielle. D'accord. Et ça va durer combien de temps les cours? 5 ans, pour 5 ans jusqu'au master 2. Ah oui, ah oui, ok. À fond, ouais. Non mais c'est bien. Mais c'est à hauteur de combien de... quel temps tu consacres par semaine? Par semaine, on va dire 6 à 10 heures. D'accord. Donc 2 heures par jour. Ça va, c'est faisable. Oui, c'est faisable, oui, bien sûr. Non mais très très intéressant. Ok. Alors en plus de tout ça, t'as quand même cette casquette de donc tout ce qui est politique, t'aimes bien. Tout ce qui est associatif, militantisme, tout ça, ce sont des sujets qui te parlent, qui t'intéressent et ce qui te tient à cœur. Donc c'est vraiment tout ce qui est inégalité sociale, lutte contre le racisme, intégration de la jeunesse en politique, droits des femmes, lutte contre le changement climatique. Donc pas mal de sujets, on va dire, d'actualité intéressants aussi. J'ai envie de dire, ça vient pas comme ça d'un coup. Qu'est-ce qui a déclenché cet amour, on va dire cet engagement là pour ce genre de thématique? Alors, lorsque je suis arrivé en France, j'ai été confronté moi personnellement au racisme pour la première fois de ma vie. C'est ici que j'ai découvert, c'est en Europe que j'ai découvert que j'étais noir. Et donc j'ai eu une réflexion d'un de mes camarades une fois qui m'a dit rentre dans ton pays. C'est la phrase classique ça. Voilà, exactement. Donc à partir de là, je me suis dit que soit je reste dans mon coin et je rumine par rapport à ça, soit je me bats pour plus d'égalité. Vu que je vais vivre ici maintenant, autant avoir de l'impact par rapport à ce que je fais. Donc je me suis dit il est très important de pouvoir monter des associations, monter des organisations et pour pouvoir combattre cela. Donc en fait comment ça commence? C'est-à-dire que lorsque j'ai donc eu ce déclic là, je me suis engagé avec SOS Racisme d'abord. Ça c'était juste après ma terminale, hein, donc en 2010-2011 et ensuite j'ai travaillé avec SOS Racisme pendant 1 an.
Et je me suis rendu compte que l'association n'avait pas un impact réel. C'est-à-dire, bon, on fait pas mal de réunions, d'événements, etc. Par exemple, il y a Touche pas à mon pote, etc. Oui. Au niveau aussi, c'est-à-dire on accompagne aussi des personnes qui se plaignent ou qui pensent être victimes de racisme, mais ça reste ça survole le problème. Donc à partir dès que j'ai terminé SOS Racisme, je suis lancé en politique parce que je me suis dit peut-être qu'avec la politique, on peut changer des choses. Donc, je suis entré au Parti Socialiste. Et ensuite, après le Parti Socialiste, où je me suis rendu compte aussi que c'était un peu limité. J'ai lancé ma propre organisation, Jeune Génération Décomplexée, où on a monté des événements pour dénoncer le racisme. Par exemple, Madame Taubira avait été victime de racisme, où elle avait traité de singe, etc. Par soit un politique, soit par un média, je me souviens plus très bien, ça date, c'est 2013. Et donc, je me suis dit que voilà, il faut embrayer, entre guillemets, il fallait faire des actions coup de poing autour de cela. Ça réunit pas mal de monde, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, moi, je suis devenu plus ou moins une figure du militantisme antiraciste, mais aussi de la méritocratie, parce que ça rentre aussi dans le cadre, parce que se donner les moyens de pouvoir monter des organisations, de rentrer en politique, ça montre qu'il y a une envie, donc c'est aussi au mérite. Oui. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai créé ces associations et que j'ai participé politiquement à ces batailles-là. D'accord. Mais en fait, moi je me rends compte que être différent, c'est aussi une force. C'est surtout une force. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de jouer de manière légitime. C'est le mot, légitime. On peut jouer sur deux tableaux. C'est-à-dire, moi, je veux jouer en Afrique, je peux jouer en Europe. Tu vois, je ne vais pas, si je vais en Afrique, je suis en Afrique, je suis chez moi. Si je viens en Europe, je suis aussi chez moi. Donc, en fait, même s'il y a des deux côtés, par exemple, il y a des codes et des valeurs qui changent. C'est-à-dire que quand je vais aller là-bas, peut-être que je suis un petit peu en déphasage avec ceux qui sont restés sur place. Mais au final, on va se comprendre. Ici aussi, j'arrive à comprendre les gens parce que j'habite ici. Donc, en fait, je suis un mélange, un mix des deux. Et ce qui fait que tu te rends compte que, en fait, si ça ne marche pas d'un côté, ça peut marcher de l'autre. On a le choix. C'est ça la force de la diaspora. Exactement. Il y a le choix, il y a les possibilités qui sont là. On peut toujours se réinventer. On peut créer et c'est légitime. Il n'y aura pas de barrière en tant que tel. Il y en aura des barrières. Ah oui, les barrières. Bon, forcément, il y en a. Mais maintenant, il y a des couloirs. Il y a des chemins que tu peux prendre pour arriver en haut. Mais les barrières ne font que nous renforcer, j'ai envie de dire. Exactement. C'est embêtant à la longue pour devoir, on va dire, subir certaines choses. C'est embêtant. Mais en même temps, pour essayer de rester optimiste, ça nous renforce. Ça vraiment nous renforce, ça tout ce qu'on appelle la résilience, on y est quoi, parce que sinon, malheureusement, oui. Bon là, on a parlé de racisme, on a parlé aussi d'intégration de la jeunesse en général en politique et tout ce qui est, inégalité sociale aussi, tout ce qui est droit des femmes et lutte contre le changement climatique, j'ai pas envie de faire de généralité. Le droit des femmes. Qu'est-ce qui ne t'allait pas et que t'as dit ok, je vais là il faut qu'on fasse quelque chose, en tout cas il faut que je m'y intéresse. En fait, la condition de la femme est essentielle. Est essentielle. Il n'y a aucune société qui se développe en n'incluant pas les femmes, parce que les femmes c'est le socle de la société. De manière physiologique d'abord, mais aussi de manière même économique, parce que lorsqu'on regarde dans les économies on va transposer, on va d'abord regarder dans les économies qui sont les moins avancées. D'accord. La place de la femme est essentielle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui tient tout ce qu'on appelle économie informelle. On oublie ça, ouais. Mais que moi je n'appelle pas économie informelle, parce que l'économie informelle parfois c'est même le cœur de l'économie. Mais carrément. Voilà, et tout se bâtit autour de ça. Donc quand vous voyez par exemple des mamans qui vont vendre du poisson ou qui vont vendre des bananes, etc., ça fait partie intégrante de la vie économique. Et donc en fait, les femmes sont le moteur et il faut leur donner les clés, parce que et ça se voit partout, lorsqu'on donne la possibilité aux femmes de s'exprimer, ça donne des sociétés super, tout fonctionne, parce que ça part parfois d'elle, et c'est elle, dans la famille, en général, c'est la femme qui tient la famille. Donc, beaucoup en plus au niveau sur le continent africain en général, exactement. Beaucoup, ce sont des réalités. Et donc, elle est le socle, et c'est à partir d'elle qu'il y a les ramifications qui se font. Donc, la condition de la femme est essentielle, et à travers mes combats personnels, évidemment, c'est-à-dire que, en fait,
je l'ai pas déclaré en tant que tel. Je l'ai pas déclaré en tant que tel parce que c'est pour moi c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va de sens. C'est normal, quoi. Voilà, on ne dit pas les droits des femmes, parce que les femmes doivent avoir leurs droits. Et à travers mes combats, c'est-à-dire cette émancipation-là que je recherche, il y a toujours des femmes qui m'ont accompagné, avec qui j'ai monté des projets, qui étaient avec moi au début, à la fin, qui ont créé. On s'est séparés, j'ai retrouvé d'autres personnes. Des femmes dans ton parcours, voilà, en gros, tu reconnais quand même cette bien entendu. Mais après, moi, je me dis malheureusement, enfin, t'as parlé, tout ce qui est économie informelle. En plus, t'es pas la seule personne qui n'aime pas le mot, là, justement, informel. Et c'est vrai que elle joue une grande partie quand même, cette partie de l'économie. C'est-à-dire la femme aujourd'hui, même si ce n'est pas c'est-à-dire au maximum de ses capacités, parce qu'elle est toujours un peu brimée, de manière générale, s'il y a certains postes clés où, bon, c'est plus difficile de voir des femmes, mais on se rend compte maintenant dans l'éventail économique que la femme joue un rôle prépondérant. Et ça va aller en s'améliorant. La machine ne peut pas s'inverser. Et ça, c'est une très bonne chose. En fait, je veux même parler d'un point de vue personnel. Lorsqu'on a une femme dans sa vie, tous les champs des possibles sont ouverts, en fait, parce que vous avez vraiment une personne avec qui vous pouvez, envisager l'avenir, construire. Donc, en fait, ça se voit déjà au niveau du foyer. Et quand vous le voyez économiquement, parce que bon, même dans les entreprises où je travaille à l'heure actuelle, j'ai des supérieurs hiérarchiques qui sont des femmes et le travail est très bien fait. Donc, en fait, il n'y a aucune raison, comme j'ai dit tout à l'heure, que la machine s'inverse. Je pense qu'il faut travailler sur les mentalités, clairement. Alors, je disais, donc, en 2018, tu as été élu donc, nouveau leader de demain, donc par le forum, le prestigieux donc, forum de Crans-Montana. C'était par rapport à quoi? Alors, c'était par rapport à toutes mes réalisations. J'ai été... tout ce que vous avez, enfin, que tu as déjà, excuse-moi. Tu me vous vois. Tout ce que tu as déjà énuméré. Oui. Donc, toutes ces campagnes dans lesquelles j'ai participé, toutes ces manifestations, mon parcours académique, mon parcours professionnel. Oui. Donc, en fait, ce forum-là récompense des jeunes qui font pas mal de choses. Et donc, j'ai eu la possibilité donc, de recevoir une distinction à Genève en 2018. Fin 2018, c'était vraiment... c'était vraiment l'aboutissement de toutes ces années-là. Et donc, il y avait pas mal de chefs d'État et aussi d'autres jeunes, parce que j'étais pas tout seul. On était une dizaine de jeunes à recevoir ce prix-là. Et donc, voilà. J'ai été bravo, récompensé. Félicitations. Merci. Bon, ça date maintenant. Et maintenant, ce que ça me permet d'aller 3 fois par an, participer à ce forum gratuitement, parce qu'en général, il est payant, assez onéreux. Donc, ça me permet d'y aller 3 fois par an, pour rencontrer. C'est bien ça. C'est bien ça. Jeunes. Oui, c'est vraiment intéressant. Je sais que pour toi, le réseautage est important. Non, c'est la base. On est d'accord. Sans réseau, je ne serais pas ici. C'est pas faux. Alors, il y a aussi le cercle Gira. Oui, tout à fait. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Gira, oui. Donc, le cercle Gira, qui est un collectif de jeunes leaders. Donc, c'est toujours de ta génération. Exactement. En fait, non, c'est des jeunes entrepreneurs. Des jeunes entrepreneurs. Donc, en fait, le cercle Gira, c'est un peu le père de iConnect. Ou le grand-père. Non, le grand-père. Oui. Parce qu'entre-temps, il y a eu une autre organisation. Donc, en fait, le cercle Gira, je l'ai lancé à Lyon. Et j'avais organisé un événement autour de l'entrepreneuriat. Ça, c'est le tout premier que j'organisais, moi, personnellement. Et donc, ça a été une très belle réussite. J'étais avec on était 4 autour de la table. On venait d'un peu partout. Et en fait, on s'est dit, voilà, c'est bien le militantisme. En fait, c'est ça qui est intéressant avec mon parcours. C'est qu'en fait, il y a une évolution. C'est-à-dire qu'il y a le côté associatif, le côté politique, et après le côté entrepreneurial. D'accord. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut faire toute la politique qu'on veut, mais si on n'a pas les fonds, on n'y arrive pas. Tu peux faire toute l'association que tu veux, les associations que tu veux, mais si tu n'as pas les fonds, tu n'y arrives pas. Donc, je me suis dit, allez, réunissons les entrepreneurs autour d'une table et essayons de trouver... c'est-à-dire de présenter leurs activités pour commencer à se constituer un réseau pour que dans quelques années, lorsque je serai suffisamment assis, je fasse appel donc à ces entrepreneurs-là pour soutenir des initiatives. Parce que le nerf de la guerre, malheureusement, c'est l'argent. Les initiatives que moi j'ai construites, lorsque j'étais plus jeune, se sont toujours faites dans la difficulté. C'est-à-dire que, et ça je pense que c'est aussi important que ça ressorte. À cause de quoi? À cause de manque de fonds. Mais on se rend compte que la volonté, c'est simplement ça.
la volonté de rassembler des personnes autour de soi, autour d'un projet qui a du sens, les choses vont les portes vont se débloquer. Donc en fait, il faut pas regarder, comme moi je dis souvent, c'est le projet qui débloque l'argent et non l'argent qui débloque le projet. Donc si on a un projet qui est viable et qu'il y a des personnes qui croient en ce projet-là, il va se mettre en place. Et la volonté de l'homme, de la femme, l'homme avec un grand H, bien entendu, permet donc la possibilité de développer donc des projets de toutes sortes. Et c'est la même chose ici en Allemagne. On en parlera après si on revient sur l'organisation du projet. Bien sûr. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que t'as quand même, voilà, ça me revient, t'as cette vision. Finalement, comme mon professeur de physique-chimie à Dakar aimait le dire, il disait arrêtez de faire la promenade du fou. Enfin, t'as quand même ta vision, tu sais où tu t'en vas et tu sais, voilà, ce dont t'as besoin pour justement y arriver. mais pour revenir sur la promenade du fou, très intéressant, je pense qu'il faut au départ d'abord avoir une promenade du fou. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas toi-même. Je vois, Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas en quoi tu es bon. Donc, tu explores. Voilà, tu explores. Et c'est ce que moi j'ai fait, mais toujours avec avec ce qui te tenait à cœur quand même. Ce fil conducteur, de je veux lutter contre les inégalités et je veux un monde plus inclusif. Maintenant, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tu peaufines. Voilà, c'est-à-dire l'association est limitée, la politique est limitée, il faut les moyens financiers. D'accord. Et donc ça passe par des projets. Non, très intéressant, très intéressant. Tout à fait. Alors le dernier point, Community of Global Leaders. Donc c'est donc tu as cofondé ça? Exactement, non, le Community of Global Leaders, c'est l'enfant du cercle Gira. D'accord. Voilà, donc en fait, puis après maintenant c'est iConnect. Donc en fait le Community of Global Leaders, je l'ai cofondé en 2019. Donc c'était suite à mon départ à Londres, parce que j'étais à Londres aussi, mais très très peu pendant une semaine ou deux, où j'ai participé au Global Diplomatic Forum. Et du coup, j'ai rencontré des jeunes là-bas qui étaient de partout. Et je me suis dit, voilà, c'est une opportunité de lancer quelque chose de global. Pour essayer de toucher maintenant, de sortir du cercle Gira qui était français. Oui. Mais essayer d'avoir une vision mondiale maintenant de mon engagement. Donc le cercle Gira, ils étaient 2 ans. La première année, c'était très bien, j'étais président. Bon, c'est pas parce que j'étais président que c'était très bien. mais c'était bien, pourquoi? Parce que c'était le début. Donc il y a cet engouement du début, c'est un peu comme dans tout, le début d'une relation, le début d'une amitié, le début d'un travail. C'est les pics là. Voilà, exactement. Non. Et ensuite... Non, je veux dire le pic. Ah oui, ok, c'est pas une pic. Non, c'est pas une pic, ok. Et en fait, donc pendant ma présidence, on a réalisé pas mal d'événements. Et comme c'était avec le Covid, on faisait beaucoup d'événements via des webcams, etc. Donc sur Zoom. Et après, ça s'est essoufflé. Pourquoi? Parce que malheureusement, la vision mondiale est aussi très difficile à entretenir. Pourquoi? Parce que les problématiques sont diverses. Mon ami indien avec qui je travaillais, il a ses problématiques. Mon amie albanaise avec qui je travaillais, elle a ses problématiques. Et du coup, chacun veut un petit peu orienter là où il veut. On aurait pu créer, c'est-à-dire... sectionner ça à la limite. Voilà, mais c'était quand même assez compliqué. Pourquoi? Parce que aussi les gens ont d'autres obligations par rapport à leur travail. Ce qui fait que ça s'est essoufflé. Mais c'était une très très belle expérience. Et voilà, ça m'a aussi permis de comprendre aussi. C'est-à-dire avoir cette expérience pour comprendre que le monde international est beaucoup plus complexe. Clairement. Et que c'est peut-être mieux de revenir un petit peu à ses racines. Oui. Et donc c'est pour ça que j'ai... de cibler un petit peu son combat, on va dire, pour être un peu plus efficace. Exactement, avoir une conductrice qui est vraiment claire avec, personnellement, ses problèmes personnels, et ensuite on élargira... Non, clairement. Comme on dit, la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. C'est ça. Alors, on arrive, je ne vais pas dire à la dernière casquette, mais en tout cas une des casquettes aussi très intéressantes, tu es auteur indépendant et tu as donc écrit le livre Out of My Comfort Zone en 2015. Tout à fait. 2018. En 2018, pardon, en 2018. Pas de problème. Alors, ce que je vais te demander, c'est... pourquoi l'écriture? Pourquoi écrire un livre? Pourquoi ce sujet? Et aussi, qu'est-ce que ça signifie d'être auteur indépendant? Alors, le sujet Out of My Comfort Zone, en fait, retrace bien mon parcours de manière générale. C'est-à-dire que je ne suis pas resté dans une seule direction
je suis parti un peu partout. C'est-à-dire, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses au niveau de mon parcours professionnel. Je rabâche sans doute, mais j'ai eu la partie où j'ai été à l'université, un universitaire, ensuite j'ai fait une association, j'ai travaillé en même temps, en parallèle, j'ai voyagé, je suis allé en Angleterre, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Chine, maintenant je suis en Allemagne, en Afrique je suis allé partout, je suis allé négocier des traités, des traités à Addis Abeba, l'Union africaine, j'ai participé au Paris Peace Forum, j'ai été aux Nations Unies, bref, j'ai vraiment tout essayé. Tout essayer, mais toujours avec un fil conducteur qui me permet de savoir ce qu'aujourd'hui je veux. Et en sachant, et savoir ce qu'on vaut aujourd'hui, ce qui me permet de le savoir, c'est parce que je suis sorti de ma zone de confort. Donc, de le titre Out of my comfort zone. On se réalise en sortant de ces plates-bandes. Parce que si jamais tu restes toujours dans ton confort, tu ne vas pas te connaître toi-même, tu ne vas pas savoir qui tu es. Non, tu ne sais pas ce que tu es capable de réaliser, qu'est-ce qui t'intéresse, quelles sont tes limites également. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. La deuxième raison, c'est parce que mon parcours aux États-Unis est très très important pour moi. C'est vraiment un parcours fondamental qui a aussi changé ma vie de manière générale parce que j'ai eu la possibilité d'avoir plus d'influence aussi, d'avoir une crédibilité. Donc, et pour ne pas l'oublier, je l'ai mis dans un livre parce que je commençais à oublier certaines parties qui étaient vraiment essentielles. Où par exemple j'étais au Canada, où j'ai rencontré le ministre, l'ancien président du Canada. Donc si je suis allé chez lui, il m'a invité chez lui via une connaissance que j'avais rencontrée au Parti Socialiste de Nantes. Networking. Voilà. Donc en fait, au Parti Socialiste, quand j'étais aux universités d'été, ils avaient invité une délégation du Canada. D'accord. Donc j'ai rencontré ces jeunes-là. Et maintenant, j'ai gardé le contact avec l'un d'entre eux qui est aujourd'hui président d'un mouvement politique. Et je l'ai rencontré là-bas. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de rencontrer l'ancien président qui est décédé aujourd'hui, président du Canada. Et donc, pour ne pas oublier tous ces souvenirs, je me suis dit, allez, il faut que je les mette dans un livre. Et ça permet aussi d'avoir, c'est-à-dire matière concrète. C'est-à-dire que si les gens te demandent, ok, mais voilà, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Tu as un livre. Et c'est ça qui m'a permis aussi de passer à la télévision Cameroun, au journal de 13 heures, voilà, pour présenter le livre. Parce que si je disais, ok, j'ai un parcours général, oui, très bien, mais est-ce que tu peux est-ce qu'on peut le voir? Voilà, donc je leur ai transmis, ils l'ont lu, ils m'ont invité, et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et où est-ce qu'on peut trouver ton livre alors? Il est sur Amazon, Out of my comfort zone. Je vais mettre tout ça en description aussi, tous les liens. Frédéric, donc bon, acheter comme ça me fera plus d'argent. J'avais hyper pas le changer de voiture. J'ai envie de changer de voiture, donc. Oh Frédéric, fallait avoir un autre discours, pas la voiture. non, c'est une blague. Malheureusement, il y a pas mal de choses. J'ai l'impression des gens, on va dire, qui ont des choses très intéressantes, mais qui partent malheureusement ou qui sont là. Mais on n'a pas tout ce travail recensé, on n'a pas toute cette expérience, et je pense qu'on en a besoin. Donc c'est vraiment bien cette initiative. J'imagine que écrire d'autres livres aussi. En fait, quand j'ai écrit mon livre, honnêtement, en fait, pour écrire un livre, il faut être passionné. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, tu dis tu vas écrire un livre. Il faut vraiment que ce soit une émotion qui te permette de combattre et d'être au-dessus de la flémingite et de toutes ces autres, c'est-à-dire ok, je vais remettre à plus tard. Il faut vraiment que ce soit un projet qui te tienne. Parce que moi, je suis dans une logique. Je me suis dit, il me faut un livre. Parce que le livre, aujourd'hui, on en parle. Dans 20 ans, on en parlera encore. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je pourrais toujours présenter. Ça fera partie de ma vie. Et même après ma mort, ça fera partie de mon héritage. Mes petits-enfants pourront le lire et connaître un peu l'histoire de leur grand-père pour caricaturer. Mais tandis que si je restais sur juste, ok, j'ai travaillé au Parti démocrate, ça va s'effriter avec le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on passera à autre chose. On est déjà passé à autre chose, mais je veux dire, il n'y a pas c'est pas concret. Tandis que le livre, c'est vraiment quelque chose. Et donc, pour écrire un livre, il faut être passionné. Il faut se dire, faut être en mission. Il faut que je termine ce livre, Et c'est comme ça que je l'ai écrit. Je l'ai écrit très rapidement. Il fait 100 et quelques pages. Je l'ai écrit en peut-être 3 mois. D'accord. Ouais. Mais en même temps, j'étais à fond, là. Non, j'étais à fond. Parce qu'il fallait pas que les souvenirs, je les perde. Donc, en fait, il ne retrace pas que mon parcours aux États-Unis, il retrace aussi c'est-à-dire mon parcours au Cameroun, mon parcours en France, et il a aussi pas mal de philosophie à l'intérieur. D'accord.
Donc c'est vraiment un livre assez complet et que je trouve personnellement très intéressant. Bon, en même temps, c'est moi qui l'écris, mais... faut faire à ta coup, hein. C'est important de temps en temps, il n'y a pas de souci. Et juste par rapport au livre ou même de manière générale, juste pour terminer avec le livre, auteur indépendant, ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce que... Auteur indépendant, en fait, c'est que tu n'as pas souhaité être publié par des maisons d'édition. En fait, il faut savoir qu'il y a deux méthodes dans l'édition. Il y a un compte d'auteur et un compte d'éditeur. D'accord. Le compte d'auteur, c'est je prends, c'est entre guillemets, c'est je paye la moitié de l'édition de mon livre. Donc, on peut dire que l'édition va coûter 2 000 €. Toi, tu avances des frais de 1 000 € ou 1 500 €. D'accord. La maison d'édition qui te soutient prend une partie, mais que toi tu dois rembourser. Si jamais les livres ne se vendent pas, tu vas rembourser. Quand même, ouais. Donc ça, c'est quand même tendu. Il y a le compte d'éditeur où là, c'est la maison d'édition qui prend tout en charge et te reverse une petite partie. Aussi, ils vont participer à tout, c'est-à-dire le côté publicitaire, ils vont le mettre en rayon dans divers endroits. Oui. Et toi, tu vas toucher une partie, mais ça reste très infime. C'est pour ça que les grands auteurs qui font de l'argent sur les livres maintenant sont très rares. Parce que voilà, il faut clairement vendre énormément de livres, sachant que la maison d'édition prend une grosse partie. Et donc je me suis dit que bon, tout ce business-là, ça n'avance pas vraiment dans ma philosophie. Je sors mon livre parce que je veux le sortir. Et c'est important pour moi qu'il soit, voilà, que je puisse avoir la main dessus et pas que je dois demander à la maison d'édition, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des livres parce que je veux faire une dédicace. Oui. Je peux en imprimer tant que je veux, je peux l'emmener où je veux, quand je veux, je fais ce que je veux, c'est mon livre. D'accord. Voilà. Intéressant. Alors Frédéric, on a pu découvrir quelques petites casquettes. Je pense qu'il y a plein de choses dont on pourrait parler, mais on va laisser le soin aux personnes qui vont regarder cette vidéo, donc d'être curieux et aller faire des recherches, aller contacter Frédéric et tout ça. Et avant de continuer, je voulais juste demander, on va dire continuer avec un exercice, une activité un peu plus fun. Qu'est-ce qui, durant tout ton parcours jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a marqué vraiment, donc positivement et négativement? En fait, moi, ce qui m'a marqué, bizarrement, c'est-à-dire j'ai été partout. J'ai été aux Nations Unies, j'ai été à l'Union africaine, j'ai travaillé pour des grandes banques aussi. J'ai travaillé, j'ai créé, monté des projets, etc. Mais, bizarrement, la chose qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai travaillé au McDo. Ah, ok. Voilà. Parce que j'ai travaillé au McDonald's de Londres après mes études, après mon baccalauréat, je suis parti à Londres. Et ça m'a énormément marqué. Pourquoi? Parce que ça m'a permis réellement de comprendre, c'est-à-dire les métiers difficiles. Parce que McDo, c'est un métier difficile. Et donc, le fait de travailler au McDo, parce que je parlais pas anglais à l'époque, je venais de finir ma terminale. Et donc, moi, j'étais dans la partie où je cuisais. C'est-à-dire, je cuisais les... C'est-à-dire que tu cuisais toi-même. Voilà, et je cuisais aussi, exactement. Donc, je cuisais les burgers, etc. Et parfois, je faisais 12 heures de travail, parfois 13 heures quand on était en manque d'effectifs. Et donc, cette vie-là à Londres, où j'étudiais le matin et l'après-midi, je travaillais au McDo. Et en fait, cette expérience-là a vraiment forgé en moi la compréhension du travail acharné. Et après avoir fait ce type de métier, plus rien ne peut te surprendre en fait, parce que tu as travaillé là où c'était dur. Et donc, tu n'as pas, quand tu vas être confronté à d'autres, et j'étais aussi pendant mes études, j'étais aussi déménageur. Mon cursus universitaire. Donc ces métiers où tu es vraiment physique, où tu fais des 15 heures, c'est-à-dire vous voyagez, vous allez dans un endroit, vous déménagez. Ouais, t'es plus dans ce confort là justement. Voilà, donc tu en parlais fait, aussi. ces métiers qui sont hyper difficiles m'ont permis de comprendre la difficulté de la vie et de sortir de ma zone de confort. Et maintenant, c'est pour ça que quand je suis parti dans d'autres pays où j'ai voyagé, je n'ai pas eu de difficulté à m'adapter parce que j'étais déjà prêt, armé à cela. Moi, je me dis toujours, les personnes qui ont malheureusement, ou heureusement, je sais pas, tu peux toujours voir ce côté négatif ou positif dans leur enfance et tout, tu sais, qui ont connu des choses quand même assez dures. Enfin, là, tu parlais du McDo, déménagement ou encore pire, malheureusement, pour d'autres personnes dans leur enfance, leur jeunesse. Mais ça comme tu dis, certaines situations ne te feront pas peur, mais en tout cas, tu seras motivé aussi
tu ne veux pas rester. T'as fait ça, t'as pas envie de rester dedans, donc t'es motivé pour continuer les études. Tu veux, c'est ça. Ça c'est clair. Tu as envie d'être un peu plus confortable, donc tu vas faire tout pour ça. Exactement. Clairement. Exactement. Après, non, clairement déménageant, je pense que moi j'allais être au bout de ma vie. De toutes les façons, on n'allait pas m'embaucher, donc qu'on soit clair. Non, c'est faux, c'est faux. Mais non, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ce qui t'a marqué, mais négativement. Négativement, honnêtement... si tu dois donner quelque chose de négatif. Je ne peux pas dire qu'il y a eu de points négatifs parce que le parcours d'un homme est jonché de difficultés. Et ça fait homme avec un grand H. Oui, il n'y a pas de souci. Ne te sens pas obligé de... Femme. Voilà. Donc le parcours d'un individu est jonché de coups durs, de fausses promesses, de difficultés. Donc ça fait partie du jeu. Ouais. Et il faut l'accepter. Et c'est ça qui rend le jeu plus excitant en fait. Oui. C'est se casser la figure. Mais la chance que nous avons, c'est qu'on peut toujours recommencer. Et c'est ça en fait le message. C'est-à-dire on peut recommencer. C'est-à-dire que si tu vois que la route là n'a pas marché, il y en a 15 millions d'autres. Prends-les. Donc en fait au jour d'aujourd'hui, je ne vais rien remettre en question. Je ne dirais pas que j'ai eu vraiment quelque chose de un point négatif. Non, tout a été vraiment comme ça. Tout s'est fait comme ça devait se faire. Et tant mieux, honnêtement. C'est super. Voilà. C'est cool. Bah, comme je dis, on pourrait parler pendant longtemps, mais sinon l'interview va être longue et puis on va vous laisser justement cette liberté d'aller chercher par vous-même des informations. Et par rapport à ça, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut te contacter? Oui, donc sur mon Instagram, d'ailleurs je suis même en live là. Donc sur mon Instagram, donc Frédéric Tchoungui, oui. LinkedIn Frédéric Simon-Pierre Tchoungui, Facebook Frédéric Tchoungui, oui, vous pouvez me contacter par là. D'accord, de toutes les façons, je te demanderai les liens et puis je mettrai aussi, tout en description. Tout à fait. Ok, maintenant pour la partie un peu plus fun, on va y aller rapidement. Je vais préparer un petit jeu pour que ça change. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu es calé? Je suis calé. Alors, de quelle nourriture est-ce que tu ne pourrais pas te passer? De quelle nourriture je ne pourrais pas me passer? En tout cas, de tout ce que tu as goûté jusqu'à présent. C'est dur, mais il faut répondre. Il faut répondre. Oui. Une nourriture spontanément comme ça, je dirais, sans réfléchir, une nourriture pour laquelle... Le poulet. Oui, mais le poulet comment? Baptiste va dire. Le poulet comment? Le poulet DG. Le poulet DG. C'est de chez vous, non? Oui, c'est de chez moi, oui. Ah, j'ai jamais goûté encore le ndolé. Le ndolé même, c'est un plat. Le ndolé, ce sont les feuilles de manioc? Non, c'est les feuilles de quelque chose. Je ne sais pas. C'est les feuilles de quelque chose. Bon, avec la viande dedans. Non, mais quand même, je pense que... Attention. Il y a un accident avec la... Ça va? Oui, ça va, c'est bon. Ok, d'accord. La deuxième question. Si tu devais supprimer toutes les applications de ton smartphone, sauf 3, qu'est-ce que tu conserverais? Lesquelles conserverais-tu? Digital. Je conserverais, honnêtement, hein, ouais. Mes applications bancaires seraient conservées. Ok. Vas-y. Voilà. Les applications Ce sont bancaires. tes réponses, voilà, oui. Exactement. Et aussi, les applications... j'ai dit une 3. application bancaire. Oui. Mon application de droit aussi. Ok. Ça, je conserverai. Et aussi, j'ai Bloomberg sur mon téléphone. Ah, t'as Bloomberg? Ouais, Bloomberg. Ok. Ce sont les 3 applis que je conserverai, oui. D'accord. Si tu étais un animal pendant une journée, lequel choisirais-tu? Si j'étais un animal pendant une journée, je choisirais un aigle. Oh, ça fait 2 fois qu'on me donne ça. Pourquoi l'aigle? Oui. Parce que tu peux voler, voler dans les airs, bien entendu. Oh, j'avoue que j'aimerais trop voler, partir où je veux. Et non, le faucon pèlerin, plutôt. Pourquoi? Parce qu'il est plus rapide. Mais donc ça me permettrait d'aller plus rapidement dans des endroits, donc le faucon pèlerin. D'accord. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu jusqu'à présent? Parce que tu peux avoir encore un meilleur, on ne sait jamais. Investir sur soi. Je valide. Il faut investir sur soi, il faut investir, mais aussi investir sur soi parce que ça permet que tu sois meilleur, et quand tu es meilleur, tu peux aider les autres. Ça, c'est important. Oui. Mais les gens, il faut qu'ils comprennent que la charité ordonnée commence par ça. C'est très important. Non, parce qu'en vrai, des fois, tu oublies si tu t'oublies et tu commences à aider l'autre,
tu vas l'aider jusqu'à un certain moment. Et puis toi-même, de toutes les façons, tu seras capoute et tu pourras plus aider. Donc c'est important de te... Tout à fait. Lorsqu'on aide des personnes, en fait, on ne peut pas, il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent aider eux-mêmes. C'est ça, de les apprendre à pêcher au lieu de les donner. Exactement. Et je vais faire l'analogie avec l'avion. Oui. Ah oui, pour le... Voilà, le masque. Mettez d'abord le masque et après tu mets pour l'autre. Oui, même si tu as des enfants, n'importe qui, c'est toi d'abord toi, et puis après voilà. Et donc, ça, en fait, je pense que ça a tout son sens dans le sens où si toi-même tu es dans une situation difficile et que tu te mets à aider les autres, tu vas mal le faire. Ou bien tu vas pas bien le faire ou tu ne pourras pas le faire. Donc, il faut d'abord gérer sa situation et ensuite, maintenant, on commence à aider les autres. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Très important. Dernière question, si tu devais t'isoler seul sur une île, quelles sont les 3 choses que tu prendrais avec toi? Tu vas sortir l'application mon sens de l'humour, de la répartie. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, je prendrais... Mais en gros, matériel. Matériellement. Oui, bon. Matériellement, je prendrais... Sur une île déserte, matériellement, je prendrais un livre. Oui. Je prendrais mon livre pour le retravailler. D'accord. Je travaillerai dessus, le développer, etc. Deuxième chose que je prendrais une loupe. Une loupe? Un caméscope. Oui. Un caméscope, pardon, pour pouvoir admirer les étoiles. Ok. Et la dernière chose que je prendrais un oreiller. Pour pouvoir me poser. D'accord, d'accord. Ok, intéressant. Très intéressant. Du coup, voilà. J'espère que ce petit jeu, il t'a plu. Super sympa. C'est sympa. Ok. Du coup, on arrive à la fin de l'interview, de cet échange, Frédéric. Encore merci d'avoir fait le déplacement et merci d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que tu aimerais dire, on va dire un mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Tu as la caméra en face de toi. Bon, je pense que le plus important, comme j'ai dit, c'est... le plus important, c'est de penser d'abord, c'est-à-dire avoir une vision, c'est-à-dire qu'en tant que nous, les membres de la diaspora, il est très important qu'on ait une vision, mais une vision qui ne soit pas une vision c'est-à-dire de château de sable, c'est-à-dire un projet qui n'est pas viable sur le long terme. Il faut que nous essayions, nous, ici, de créer une force économique concrète, c'est-à-dire avoir du business ici, concrètement dans la diaspora. Et ça va nous permettre de pouvoir faire des échanges avec ceux qui sont sur le continent concrètement. Qu'on ne parte pas ici en se disant, OK, on va investir sur le continent. Non, nous sommes ici. On est ici. On passe notre temps, toute l'année, nous sommes en France, en Allemagne, etc., aux États-Unis. Et donc, c'est important que nous établissions, c'est-à-dire qu'on ne se projette pas toujours sur l'Afrique en disant « Ah, je vais développer ce projet en Afrique ». Non, on est déjà ici. On a la capacité économiquement de faire des choses. Donc, il faut qu'on développe un business, entre guillemets, des business ici, qui vont permettre qu'il y ait un échange entre ceux qui sont sur place et nous. Cette réciprocité-là, comme toutes les communautés en ont, c'est-à-dire la communauté chinoise, ils ont un quartier chinois, la communauté italienne, ils ont des restaurants italiens. Nous, si on doit avoir nos spécificités, un quartier africain, entre guillemets, il y en a. Mais où on est mieux travailler aussi. Voilà, on est économiquement plus fort, ça va nous permettre de tisser des liens avec les gens là-bas et ça va leur permettre de gagner. Clairement. Enfin, nous tous, entre guillemets, gagner nous tous. Donc ça, c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup. Bon, merci. Merci.